sur place. L'association des techniciens de l'automobile après-vente de l'ancienne piste à Tava sont très remontés contre un de leurs responsables. Ce dernier, au nom du groupement, aurait exigé à ses pairs de quitter le site au détriment d'un terrain qui leur est octroyé. Information qui n'est que pure affabulation, selon ses camarades. Là où des gens ont longtemps travaillé durant 18 ans, et maintenant on veut les jeter par la porte, par la voie d'une seule personne, par la voie d'un seul intérêt, par la voie d'un seul papier qui n'est ni administratif, ni attribué par un judiciaire. On dit non, on ne bougera pas ici d'Oyota. Si le terrain existait réellement, les autorités du ministère de l'Artisanat l'auraient su. Dire que nous avons obtenu un terrain sans que le ministre ne soit au courant, cela relève du mensonge. Le syndicat des routiers affilié à la CNTS authentique se solidarise. Pour une meilleure solution, il prône un dialogue entre les autorités et les techniciens. Nous avons un médiateur du nom de Serigne Fallou Mbacké qui souvent, dans de pareilles circonstances, mène des médiations auprès du gouvernement. Il m'a informé que nous devons dialoguer. Sinon, nous allons tous périr sur ce site. Que les autorités nous saisissent. D'ailleurs, ces mécaniciens interpellent le président Macky Sall à se saisir du dossier. Le président de tous les Sénégalais, et nous l'appelons et nous l'interpellons aussi pour cette situation. S'il faut bloquer la voie cette fois-ci, pour qu'on nous donne le respect qui nous est dû, nous allons bloquer cette voie. Nous allons bloquer toutes les artères de Dakar. Et moi je vous dis une chose, qu'on ne s'arrêtera pas ici. J'appelle tous les ouvriers du Sénégal à se rassembler en un seul bloc. À plusieurs reprises, ils ont été sommés de quitter les lieux. Ces mécaniciens et techniciens de l'ancienne piste sont aujourd'hui plus que jamais engagés à rester sur ce site. Les élections de la présidence de l'amicale de la faculté des sciences et techniques divisent étudiants et administration de la dite faculté. Les premiers cités parlent de fraude. Par conséquent, la coalition des listes rouges, blanches, bleues et oranges exhorte les autorités administratives et la direction de l'information et du système informatique à procéder à un recomptage des voix. Ses membres interpellent le ministre de l'Enseignement supérieur et le recteur de l'UCAD à intervenir avant que la situation ne dégénère, nous dit Djiby Sartioni. Par fond de tension, à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les contestataires de l'élection de l'amicale de la faculté continuent de mener des actions. Une marche pacifique a été tenue pour dénoncer le mauvais travail de la direction de l'information du système informatique lors de ces élections. Ces étudiants soutiennent qu'elles ont été truquées. Il y a de cela apparemment 15 jours que la faculté des sciences et techniques avait fait ces élections. Et depuis lors, nous exhortons les autorités, les étudiants et nos autorités facultaires à amener une clarification par rapport aux élections qui ont été volées. Nous avons les preuves palpables, matérielles et humaines que les élections de la faculté des sciences ont été truquées et que le système que la DISI a instauré cette année-ci n'est pas fiable. Nous, on demande ni plus ni moins. Ils disent que leur système est fiable. Nous, nous disons que ce n'est pas fiable. Il y a Haïti. S'il y a une part de vérité dans ça, qu'on nous mette en confrontation, on saura qui a raison, qui a tort. Hormis la DISI, ces étudiants indexent l'assesseur de la faculté qu'ils taxent de corrompu. Ils menacent de paralyser le système dans les jours à venir. On a mené des actes pacifiques jusqu'à là. S'il y a lieu de passer à la vitesse supérieure, s'il y a lieu de déclarer des gens non grata au sein de la faculté, nous le ferons. On a aussi des secrets comme tout le monde. Mais s'ils nous obligent à déterrer les morts, il y aura des têtes que les gens vont mettre sur des plateaux d'or. Ils savent de quoi on parle. Les élections de la présidence de l'amicale de la FST à l'UCAD continuent de diviser les étudiants et l'administration de la dite faculté. La coalition des listes rouges, bleues, oranges, blanches interpelle le ministre de l'Enseignement supérieur à s'autosaisir du dossier avant qu'il ne passe à la vitesse supérieure. Djiby Sarr, au terme de cette marche pacifique, ces étudiants ont été reçus par le représentant du recteur. Selon lui, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il affirme que si les contestataires détiennent assez de preuves tangibles, il n'exclut pas à leur niveau de passer au recomptage des voix en présence de toutes les parties concernées, suivant la réaction de Fallou Ndiaye, conseiller spécial du recteur de l'UCAD. Vous, étudiants de la fac de sciences, ce que vous avez dit, avoir comme preuve, y compris incriminant vos autorités, moi je l'ai bien entendu et je rendrai compte. Je rendrai compte. En toute impartialité, je rendrai compte. Ce que vous avez dit sur la DISI et la plateforme de la DISI, eh bien, je crois pouvoir dire
que rien n'empêche qu'on puisse organiser une confrontation, nonobstant votre recours. Si vous pouvez nous démontrer que la plateforme n'est pas fiable, mais nous sommes des universitaires et des scientifiques, nous allons prendre des dispositions pour la rendre plus fiable, au bénéfice de la communauté. Éducation toujours au Maroc, le groupe Yafou Selim a été sommé de fermer ses portes ce 5 février, ce malgré le recours introduit par les parents d'élèves des écoles privées affiliées à la confrérie du prédicateur turc Fethullah Gülen pour une suspension de cette mesure. Le tribunal de Casablanca a opposé une fin de non-recevoir, prétexte pour la rédaction d'aller à la rencontre des autorités de cet établissement qui sont au Sénégal. Elles indiquent qu'elles restent optimistes quant à la suite de cette affaire. Elles révèlent qu'elles ont été reçues par le président Macky Sall. Ababacar Sadeh Top nous en dit plus. Le transfert de la gestion du groupe Yavuz Selim, si près, mais si loin. Les parents d'élèves, après avoir rencontré le président de la République, sont optimistes. Nous avons eu l'insigne honneur de rencontrer notre président de la République, son épouse aussi. Le président de la République n'était pas au courant effectivement de certains faits, je dirais, parce qu'il s'agit de d'un grand nombre, d'un bon nombre d'étudiants qui étaient en Turquie. Le président turc, sachant qu'il s'agissait bel et bien de Sénégalais, n'a pas hésité à les renvoyer dans leur pays, fermer leurs écoles et leurs universités, sans négocier avec l'État sénégalais, qui plus est, sans leur donner un seul document qui pouvait leur permettre de se réinscrire dans leur pays respectif. Et pour ce qui est de la dissolution de l'association Baskens Légitime, une société anonyme, Yavuz Selim SA, l'a remplacée depuis 2015. Il s'agissait au départ d'une association de droit turc, laquelle association a été dissoute par l'État, et c'est ce qui a été notifié, sauf que, entre-temps, il s'agissait d'une société anonyme. Or, les droits qui régissent une association ne sont pas les mêmes que pour une société anonyme. Aujourd'hui, le groupe Yavuz Selim s'appelle Yavuz Selim SA. Le proviseur de l'école reste également sur ses gardes. Le Maroc n'est pas le Sénégal. Je peux vous citer le cas du Niger, dont la Cour suprême a étalé dans le sens demandé par les parents d'élèves, c'est-à-dire de casser l'arrêté et de rappeler le groupe qui était en place pour qu'il continue son travail. Le tribunal de Casablanca n'a pas satisfait le recours des parents d'élèves au Maroc. Au Sénégal, on ne parle plus d'association, mais de société. D'ailleurs, les autorités n'attendent que leur agrément. Le torchon brûle entre cadres de l'APR de la région de Matam. Selon eux, le député-maire Farbangom s'est autoproclamé coordonnateur régional de l'Alliance pour la République dans cette localité. Ses responsables demandent au chef de l'État de trancher dans les plus brefs délais. Ils affirment que cette situation risque de davantage diviser la coalition Benno Bokk Yakaar dans cette partie du pays. Leur porte-parole, Amady Dian, est interrogé par Mansoso. Nous tendrons nullement céder. Et on souligne. Et on persiste et riposterons à toute violation des textes régissant le parti, j'ai nommé l'Alliance pour la République. L'urgence d'aujourd'hui reste la mobilisation autour du parti du président, responsables et militants de la région de Matam et de la diaspora. Appelons le président de l'Alliance pour la République, le président Macky Sall, a sifflé la fin de la récréation, qui a d'ailleurs trop duré, et a rappelé à l'ordre le député maire Farbangom pour le bien du parti, de la région de Matam et de la diaspora, et même on peut dire pour tout le Sénégal. La question de l'emploi des jeunes préoccupe le gouvernement. Le ministre en charge de ce secteur précise que des réformes sont entreprises dans le secteur de l'enseignement supérieur pour l'apprentissage des métiers du futur. Par ailleurs, Mame Mbaye Niang invite toutes les entreprises à accompagner l'État afin qu'il puisse relever les défis de l'emploi. Les détails avec Abigail. L'emploi des jeunes reste toujours une problématique selon le mouvement des entreprises du Sénégal.
Raison avancée, la jeunesse ne favorise pas les métiers du futur. Parce que le constat qui est fait, parce que nous on a aussi une formation emploi jeune à côté, c'est que ces dizaines de milliers de jeunes sont diplômés dans des secteurs qui sont complètement saturés. Alors qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers, justement, dans le numérique, il y a de nouveaux métiers dans le développement durable, dans l'économie verte, etc. D'où cette thématique de cette année, pour justement les sensibiliser, leur dire que vous pouvez vous recycler. Si l'on se fie aux propos du ministre de la Jeunesse, la plupart des jeunes n'ont pas de qualification, un phénomène qui accentue la problématique de l'emploi. 45% des jeunes qui affrontent le marché de l'emploi n'ont pas de qualification. Donc le défi, ce n'est plus de créer 500 000 emplois ou 1 million d'emplois. Des emplois, il va y en avoir parce qu'il y a une croissance. Et on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'il n'y a pas de projet qui peut faire travailler des jeunes. Il y a des projets qui démarrent aux yeux et au su de tout le monde, mais c'est la qualification qu'il faut régler. C'est ce qui a expliqué les réformes de l'enseignement supérieur, rendre l'enseignement supérieur plus approprié aux réalités du marché de l'emploi. Le mouvement des entreprises du Sénégal a procédé ce jeudi au lancement de la 16e édition du Forum du premier emploi. Le thème choisi cette année est Nouvelles opportunités économiques, le tout numérique, le métier de l'avenir. Le Premier ministre invite les jeunes à s'orienter vers des formations en cohérence avec des projets publics et privés. Il confie qu'il y a beaucoup de chantiers pour ceux qui savent y répondre. Selon lui, les projets inclus dans le PSE sont autant d'emplois pour les jeunes. Mohamed Boun Abdallah Dionne présidait la cérémonie de lancement de la 16e édition du Forum du premier emploi du MEDES. Voici le Premier ministre. Quand on travaille ou qu'on ne travaille pas, il vous faut la couverture médicale. Ça s'appelle la CMU. Enrôlement aujourd'hui, objectif 2017, 60% de nos compatriotes doivent être enrôlés. Nous sommes aujourd'hui à un peu autour de 47%. Et toujours dans le sens de l'équilibre, l'inclusion sociale, l'émergence inclusive, autant on s'occupe des 8 millions de Dakarois qui sont attendus en 2035, parce qu'en 2035, le Sénégal comptera, selon les projections de ECOSOC, les Nations Unies, nous serons 25,6 millions de Sénégalais, dont le tiers dans la petite presqu'île du Cap-Vert. Autant le chef de l'État s'occupe de la mobilité urbaine dans la région de Dakar. Pourquoi le TR? Parce que quand nous serons 8 millions, pour quitter Khourounar et aller au building administratif, il faudra 3 heures. On ne va pas attendre d'être 8 millions dans Dakar pour essayer de nous déplacer. Ce sera pire qu'au Caire ou à Bangkok. C'est pourquoi il a instruit le gouvernement à mettre des systèmes de transport qui vont permettre de faire gare de Dakar-Pikine en 7 minutes. Cette invite du Premier ministre à l'endroit de la jeunesse, bien accueillie par les étudiants qui sont dans les écoles de formation. Ils estiment que ce serait une aubaine pour eux. Certains directeurs d'écoles de formation professionnelle précisent que ce ne sera pas chose facile puisque la plupart des bacheliers proviennent des séries littéraires. Toutefois, il y a des écoles qui ont mis en place des filières axées sur la technique industrielle. Un reportage de Ndeye Fatimlo. Les écoles de formation professionnelle poussent comme des champignons à Dakar. Selon le Premier ministre, il est temps que les étudiants optent pour des formations sur les nouveaux métiers. Cependant, ce directeur d'école estime que ce sera chose difficile puisque plus de 70% des bacheliers proviennent des séries littéraires. Le principal problème se trouve au niveau de la formation de base. Parce qu'au Sénégal, nous formons plus de littéraires que de techniciens, que de professionnels. À partir de ce moment, il est extrêmement difficile de renverser la tendance. C'est un travail vraiment de longue haleine. Seulement, pour cet étudiant, ce serait une aubaine pour eux de découvrir de nouvelles filières. Ce serait un plus pour nous d'avoir à découvrir d'autres filières. Ce serait un avantage pour nous vu qu'on est dans un pays où il y a plusieurs débouchés, et il y a des nouveaux débouchés, et plusieurs entreprises
qui sont là pour accueillir ces genres de formations. Une chose que ce directeur d'école a compris, c'est ainsi que depuis quelques années, son institut diversifie ses filières en octroyant des formations axées sur la technologie industrielle. Comprenant un peu les enjeux, n'est-ce pas, du développement, nous avons créé l'Institut supérieur de technologie industrielle qui forme des techniciens dans les domaines aussi variés de l'électrotechnique, l'électromécanique, le froid et la climatisation, l'informatique industrielle, l'électricité du bâtiment, le génie civil et j'en passe. Une filière de plus en plus prisée par les étudiants, celui-ci affirme qu'il est très facile de trouver du travail dans ce domaine. J'ai fait des études industrielles, je pense bien que c'est différent des autres types d'études. Côté économie, finance, vraiment tout le travail est très difficile là-bas. Mais quand on est technicien, on peut même faire notre propre travail. Chaque année, de nombreux étudiants sortent diplômés des écoles de formation professionnelle. Cependant, la plupart sont au chômage puisque l'offre au niveau du marché du travail n'est pas aussi grande. Des formations axées sur les nouveaux métiers pourraient être la solution idoine au sous-emploi. L'évolution de la carrière des agents de l'État, une préoccupation des autorités étatiques, une volonté qu'elles concrétisent avec la mise en place des commissions administratives paritaires. Le ministre de la fonction publique est convaincu que la dématérialisation et la déconcentration du processus d'évaluation des agents de l'État sont une nécessité. Selon elle, l'administration doit se mettre au numérique. Viviane Bampassi effectue une visite des travaux des commissions administratives paritaires. Adjara Bonardi était de la partie. La tenue régulière des commissions administratives paritaires est devenue une réalité, un vœu qui fait partie des points focaux de la revendication des enseignants. Ceci afin de faire gravir les échelons de ces derniers. Ainsi, au terme de la visite du ministre de la fonction publique, le travail main dans la main entre l'État et les syndicats est désormais possible. Au-delà, nous avons évalué les commissions antérieures et nous avons de façon consensuelle, j'insiste là-dessus, avec la partie syndicale, nous avons arrêté la date du 21 novembre pour le début des commissions administratives. C'est à cette même date qu'elles ont commencé à se tenir et aujourd'hui nous en sommes à la fin du processus. Le système de performance de la commission, la dématérialisation et la déconcentration de ce secteur, voilà les points sur lesquels la tutelle doit se pencher pour l'amélioration de leur activité. Et pour cela, le ministère de l'économie et des finances sera dans la collaboration. Il est important que l'administration puisse utiliser ces technologies pour améliorer ses performances. Nous avons commencé déjà à le faire dans d'autres secteurs de l'administration. Vous voyez que c'est une réalité. La déconcentration, c'est une piste qui a été donnée par l'un des commissaires qui peut également toujours améliorer le travail. Parce que le maître mot, c'est de faire en sorte que l'administration soit plus performante. La réforme des évaluations des agents de l'État est en vue pour plus d'objectivité car le constat fait par les autorités que les notes sont souvent gonflées car la part de subjectivité est souvent présente, d'où l'urgence de la prise de mesures adéquates. Je le disais en titre, Khalifa Sall ne sera plus considéré comme membre du PS s'il décide de faire cavalier seul pour les prochaines législatives. Cette déclaration du porte-parole adjoint de cette formation politique, Maître Moussa Bokar Thiam, n'est pas du goût des partisans du maire de Dakar. Le porte-parole du Jeune de Dakar martèle qu'une telle décision serait synonyme de bradage de l'héritage du président Senghor. Son camarade Mam Gueye juge incohérente la démarche de la direction du parti. Vous avez certainement pu suivre l'élément de Côte d'Indiaye dans notre précédente édition. Autre point, le maire de Grand Yoff, voilà, j'y arrive, dément l'information selon laquelle sa mairie aurait été épinglée par l'ARMP. Selon lui, une campagne de diffamation contre les mairies contrôlées par Taxawu Dakar est en train d'être menée. À cela s'ajoute l'accusation qui est faite sur le maire de la ville. Nous écoutons Madjob Diop qui est au micro de Côte d'Indiaye. Nous savons tous que le journal de Libération est un journal politique, donc c'est normal. Mais il faut aller vérifier le rapport général de la RMP. Il y a des communes épinglées et des institutions, mais Grand Yoff n'en fait pas partie. Nous savons tous que Grand Yoff ne fait pas partie des communes épinglées. Il faut aller feuilleter le rapport général de la RMP. Il y a des communes, cités et des institutions, mais Grand Yoff n'en fait pas partie. Mais de toute façon, pour nous, c'est des attaques politiques, c'est des fausses informations. Et ces fausses informations ne peuvent nullement nous appeler.
C'est ça la vérité. Donc pour nous, le fait de nous attaquer, de faire des diffamations, de donner des fausses informations, ne sert à rien. Parce que nous sommes des leaders déterminés et nous sommes avec Khalifa et nous y resterons toujours. Non, on ne portera pas plainte. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour nous, la libération fait son travail. Il a le droit de faire des diffamations. Mais nous, en tant que commune, en tant que maire, c'est de tout faire pour respecter les textes. Donc, ARMP, non, texte, il reste l'engo. Un mot de sport avant de boucler ce journal. La finale de la CAN 2017, c'est ce dimanche. Les deux équipes qui s'affronteront sont les deux nations les plus titrées de l'histoire de la compétition. Dans un passé récent, pour des raisons politiques, l'Égypte n'a pas pu prendre part à la CAN. Pour le Cameroun, elles sont plutôt sportives. Les deux pays se retrouveront pour marquer une nouvelle fois de leur empreinte, leur domination sur le continent. N'est-ce pas, Papa Alassane Ndiaye? 9 ans après, la finale de la CAN 2017 proposera à son public un affrontement entre les deux équipes les plus titrées du continent noir. 11 titres à eux deux, 7 pour les Pharaons, 4 pour les Lions indomptables. Remake des finales de 1986 et plus récemment de celle de 2008, cette affiche de 2017 n'était pas forcément attendue à ce stade de la compétition. Malgré leur statut de monstre en Afrique, l'Égypte et le Cameroun n'étaient pas considérés par un grand nombre d'observateurs comme étant de potentiels finalistes. L'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, voire le Sénégal avaient bien plus la cote auprès des bookmakers à l'entame de la compétition que Camerounais et Égyptiens. Mais c'était sans compter sur l'ADN du champion qui coule dans les veines de ces deux formations. Avec à leur tête, ni plus ni moins, sûrement les deux meilleurs gardiens du tournoi. Après s'être débarrassés respectivement des Marocains et des Burkinabés et des Sénégalais avant d'en découdre avec les Ghanéens, Pharaons et Lions indomptables ont encore une fois montré au monde du football qu'ils connaissaient parfaitement le chemin pour aller chercher le sacre continental. Souvent critiqués pour leur attitude un peu trop défensive et attentiste, en phase de poule et même en phase finale, le Cameroun et l'Égypte ont su faire preuve d'orgueil qui caractérise les grandes nations de ce sport. Ce dimanche 5 février à Libreville, l'Afrique connaîtra son nouveau champion en titre. Sûrement pas le plus séduisant qu'elle ait connu jusqu'ici, mais un nouveau champion en titre quand même. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. Le débat de la rédaction revient ce soir sur le conseil interministériel annoncé par le chef de l'État sur la sécurité routière. Et également, nous parlerons du permis à points. C'est l'affaire de Mansour Sow. Ce sera tout à l'heure à 21h. Juste après ceci, vous pourrez suivre le journal de BBC Info. Et je veux bien dire du 20h. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu akbar. Alhamdulillah. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans BBC Info. Voici les titres. La joie des supporters camerounais, les Lions indomptables sont en finale de la CAN 2017 au Gabon. Ils affronteront dimanche l'Égypte. Les dirigeants européens réunis en sommet à Malte au menu des discussions, comment stopper les migrants en Méditerranée. Et puis deuxième partie de notre grande enquête sur le trafic de bébés chimpanzés. Nous mettons à jour les réseaux de ce commerce illégal. Le Cameroun a explosé de joie hier soir après la qualification de son équipe nationale de football pour la finale de la CAN au Gabon. Les Lions indomptables ont battu hier soir à Franceville le Ghana sur le score de 2-0 à la sortie du stade. Vous le voyez, les supporters camerounais ont laissé éclater leur joie. Ils rêvent désormais d'un trophée que leur équipe n'avait plus remporté depuis 15 ans. Sachez un truc, la Coupe d'Afrique appartient, reconnaît ses anciens clients. Hein? Ce n'est pas trop jouer qui veut dire que tu vas gagner. J'espère que l'Égypte a vu
dimanche. Ce match était fantastique. Fantastique. On nous attendait pour le second tour. Nous voici en finale et on va la remporter. Oui, les Lions sont en train de se régénérer. Une nouvelle équipe, une nouvelle aventure, une nouvelle épopée. Merci beaucoup. Voilà, merci les Lions. On rejoint Emmanuel Coste. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors on n'attendait pas forcément le Cameroun en finale, mais il est bien là. Et hier soir, les Lions indomptables ont dominé tactiquement le Ghana. Ah, tout à fait, surtout en première période. Hein. Surtout en première période d'ailleurs. Le score était de 0-0, cela dit. En deuxième mi-temps, les Ghanéens reprenaient un petit peu le match à leur compte. Et puis, à la 72e minute, sur un coup franc en faveur du Cameroun, Michael Ngade, l'un des deux défenseurs centraux des Lions indomptables, reprenait un ballon qui était mal dégagé par John Boy dans sa propre surface. 1-0 pour le Cameroun. Ensuite, c'était classique, si vous voulez, les Ghanéens poussaient, et puis sur contre, alors que toute l'équipe ghanéenne était montée suite à un coup franc en sa faveur, eh bien, Aboubakar transmettait à Bassogog, Christian Bassogog, qui de l'extérieur du pied glissait le ballon au-delà du portier, Kofi, donc du portier ghanéen, 2-0. Le Cameroun, à la grande joie des supporters, on l'a vu, est propulsé en finale. Ce sera la revanche de la finale 2008, lorsque l'Égypte avait battu les Lions indomptables un petit but à 0. Alors ce qui est fascinant, c'est qu'on n'attendait pas évidemment les Camerounais à ce stade de la compétition, qui avaient vu 8 de leurs titulaires refuser la sélection, mais Hugo Bross, le sélectionneur belge de cette équipe, a su ressouder son équipe, et il évoquait justement, Hugo Bross, les qualités mentales de son groupe. Dès le début, ils ont vraiment montré la motivation pour faire du bien dans cette CAN. On n'a jamais parlé de la finale. On a toujours parlé du prochain match. Et je pense que c'est une très bonne mentalité de parler de prochain match et alors continuer jusqu'au bout avec une combativité, avec une volonté énorme. C'est ce qu'on a toujours fait. On a montré qu'on avait des qualités, on avait quelque chose à donner pour ces compétitions et c'est la joie dans nos cœurs. Alors effectivement, le Cameroun sera opposé en finale à l'Égypte, autre équipe au palmarès prestigieux à la CAN. Ah oui, tout à fait Olivier. Songez que l'Égypte a gagné la CAN 7 fois, le Cameroun 4 fois. Dans ce tournoi 2017, ce sont les meilleures défenses. Un but seulement d'encaissé en 5 matchs, c'est vraiment très peu. Un but de plus marqué en faveur du Cameroun, 5 contre 4 par rapport à l'Égypte. Et puis ce sera l'opposition aussi à distance, bien sûr, de deux gardiens de but. Fabrice Ondoa, le Camerounais, 21 ans, et Samuel Adari, l'Égyptien, 44 ans. Alors au cas où vous ne le connaîtriez pas encore peut-être, je vous propose de faire plus ample connaissance avec Essam El Hadari, cette figure emblématique du football africain. Salma Bouchafra. Je suis la personne la plus heureuse sur Terre. C'est vrai que je suis le joueur le plus vieux dans l'histoire de la CAN, mais pour moi, l'âge n'est qu'un chiffre. Essam El Hadari est l'un des deux footballeurs à avoir remporté 4 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Plus tôt ce mois-ci, le gardien égyptien est devenu à 44 ans le joueur le plus âgé à disputer la compétition. C'est très difficile pour nous de jouer plusieurs matchs successifs. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. À 44 ans, il a toujours envie de jouer et de gagner. Depuis mon plus jeune âge, j'avais des ambitions. J'ai toujours essayé d'être aussi professionnel que possible. J'ai laissé ma famille pendant de longues périodes et j'ai sacrifié beaucoup de choses. Le palmarès d'Al Hadari à la Coupe d'Afrique des Nations est impressionnant. Depuis sa première participation à la compétition en 2002, il n'a concédé que 13 buts en 26 matchs. Le grand barrage, comme le surnomment ses compatriotes,